Bonjour à tous, chers amis d'Omerta, ravi de vous retrouver pour un nouveau grand entretien. Aujourd'hui, je reçois Pierre-Yves Rougeron, politologue, président du Cercle Aristote. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour ce grand entretien. On va commenter bien évidemment le résultat de l'élection américaine. Donald Trump est devenu le 47e président des États-Unis. Donald Trump d'ailleurs qu'on peut retrouver en une de ce magazine. Trump, l'Empire contre-attaque, un magazine que vous pouvez, je vous rappelle, retrouver dans 5000 kiosques partout en France et sur notre site internet omertamedia.fr. Pierre-Yves, vous avez contribué à ce magazine. Et je vous en remercie. On va être précis, vous êtes à la page 46 précisément. Pierre-Yves Rougeron, donc Donald Trump, on l'a dit, a assez largement battu Kamala Harris lors des élections américaines cette semaine. Comment vous analysez ce résultat? Alors, on va se mettre d'accord sur les données et après on va faire les constatations, si vous le voulez bien. Je vous suis. Donald Trump consolide le score qui avait été celui de sa première élection. Il emporte la présidence, il emporte la totalité des chambres. Le Sénat, la Chambre des représentants. Le Sénat, la Chambre des représentants. Il a déjà la majorité à la Cour suprême. Autrement dit, il a, pour la première fois, la totalité des trois pouvoirs équilibrés par le système check and balances de la Constitution américaine. Pour la première fois. Et ce pour 2 ans. D'accord? Avant le renouvellement. Avant les élections de mi-mandat. Donc là, il a les coudées relativement franches. Dans les pouvoirs tout à fait limités qu'a le président des États-Unis. C'est-à-dire que le président des États-Unis a un fort pouvoir extérieur, mais à l'intérieur, c'est aussi un pouvoir qui est contrebalancé, si vous voulez. Parce que Donald Trump a été élu, tout de suite, on vous dit, c'était M. Attali qui a perdu encore une occasion de se taire, mais ça fait 40 ans qu'il en perd, il n'allait pas en rattraper une tout de suite. Les États-Unis ne sont plus une démocratie. Calme-toi, Jeannot, calme-toi. Calme-toi, prends une boisson fraîche. C'est quelque chose qui a été dit dans son ensemble, dans sa globalité, qui a été très commenté depuis d'ailleurs le début de la campagne américaine. Alors, on va être très clair, tous ceux qui ont participé à la spoliation du référendum du 29 mai 2005 doivent avoir un bâillon sur la bouche quand ils voient le mot démocratie. D'accord ? Si vous voulez, ils ont eu des manières de junte algérienne, et quand on a des manières de junte algérienne, on donne de leçons de démocratie à personne. D'accord ? Si vous voulez, Donald Trump a été élu de manière totalement régulière. Son élection ne sera pas contestée, qu'à mon avis, il n'y aura pas de vague judiciaire démocrate. Il y aura des aléas ici et là, mais de toute façon, on ne peut pas inverser ça. Alors évidemment, ils vous font... Alors, vous parlez justement des résultats. Je me permets de vous couper, mais quand on regarde en plus un petit peu la carte, qui a été très commentée, on va dire, sur le réseau social X, on voit finalement un peu comté par comté que la majorité des États des comtés même sont rouges. Tout à fait. C'est les grandes villes qui sont démocrates. Et là encore, dans les grandes villes, Miami par exemple, ça dépend. Voyez. Miami par exemple a voté républicain cette fois-ci. Alors justement, comment interpréter ce... Alors, vous avez une débandade par contre du camp démocrate entre le score de Joe Biden et le score de Kamala Harris. Plusieurs millions de voix de perte. Donc, si vous voulez, je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'est 6 à 7 millions de pertes. C'est gigantesque. Or, question, pourquoi? Je pense qu'il y a un aspect contextuel et un aspect qui appartient à chacune des deux forces. L'aspect contextuel, c'est que l'Amérique voit son niveau de vie, particulièrement après les aventures ukrainiennes, la vague retour d'inflation importée a fait beaucoup de mal à l'Amérique. Or, il faut savoir que l'Américain moyen vote pour beaucoup dans ses conditions de vie. C'est-à-dire que les grandes vertus, c'est bien, le panier de la ménagère, c'est mieux. Je vais vous donner un exemple simple, n'oubliez pas que c'est un État-continent où la bagnole est un mode de vie, donc toute fluctuation du prix de l'énergie a un impact politique sur l'américain. C'est l'équivalent du prix du pain sous la Révolution française, si vous voulez. Donc, tant qu'on ne comprend pas ça, on ne comprend pas l'Amérique. Ça, c'est l'aspect contextuel. Ensuite, vous avez un problème de chacun des deux forces. Donald Trump a décidé de renouer avec une vraie campagne populiste, c'est-à-dire qu'il est allé chercher ses électeurs avec les dents et leur a parlé de l'Amérique. Avec des effets, pardonnez-moi, il emporte près de la moitié de l'électorat latino.
C'est quelque chose, C'est qui est gigantesque. Alors vous me direz, il n'a que 12 à 13% de l'électorat afro-américain, ce qui pour un républicain est déjà beaucoup, hein. Mais si vous voulez, contrairement à Kamala Harris, il n'a pas eu un discours segmentant de l'Amérique. Lui, il a parlé de l'Amérique aux Américains. La parallèle, ça c'est le point démocrate, c'est que comme ils ont vu que, comme beaucoup d'électeurs démocrates ont vu que, un, leurs conditions de vie s'étaient dégradées sous Joe Biden, un. Deux, que Donald Trump, contrairement à l'image qu'on a donnée de lui ici, avait un discours où chaque Américain pouvait trouver sa place du moment qu'il était prêt à être dans l'élan américain. Et bien une partie de cet électorat dit, écoutez, et d'ailleurs beaucoup je pense que le choix de l'équipe de Donald Trump en mettant des Gabbard, des Robert Kennedy, il y a beaucoup joué, c'est de dire, oui mais il va enfin nous réconcilier, il n'est pas aussi sectaire qu'il en a l'air ce type-là, et puis nos médias nous écœurent, ça va trop loin, on va peut-être pas voter pour lui, mais on va peut-être pas aller voter tout court. En tout cas, l'Amérique n'est pas en danger, donc je ne vais pas me lever pour aller voter pour elle. Elle a été vice-présidente pendant que nos conditions de vie s'effondraient. Elle est aussi responsable que l'asperge. Je ne me lèverai pas, j'irai pas voter pour Trump, mais j'irai pas voter pour elle. Oh. Donc, vous avez cette déperdition qui est liée au fait que le Parti démocrate a impulsé à la fois un moule idéologique, mais surtout un désintérêt des conditions de l'Amérique profonde et de son univers symbolique qui leur est revenu en pleine figure. Et Kamala Harris, là-dedans, n'est que le syndic de faillite des New Democrats qui commence par l'hégémonie Clinton pour terminer dans cette débandade. On a pu voir les sondages avant les élections qui, un coup donnaient Kamala Harris devant, un coup Donald Trump devant, c'était quand même très serré. Vous parliez un petit peu de la présidence de Joe Biden tout à l'heure et que Kamala Harris avait perdu énormément de voix par rapport à ce que Joe Biden avait glané Tout à fait. Lors de la précédente élection. Est-ce que la campagne de Kamala Harris lui a fait perdre aussi davantage de voix au-delà de la campagne américaine menée par les démocrates depuis plusieurs années? Alors, là maintenant, on va rentrer dans la tactique électorale. Je vous ai déjà parlé de la stratégie. La stratégie de Donald Trump était la bonne. La fédération est en danger. L'être ensemble américain est en danger. Vous savez, quelqu'un qui a écrit un très bon livre dessus, il s'appelle Vers les États des Uniques, David Tusher, ce que je vous recommande. Et Donald Trump a donné un discours unitaire à l'Amérique. Stratégiquement, Kamala Harris a décidé de segmenter l'Amérique, grosso modo, tous contre le plouc redneck, évidemment raciste, pro-russe, enfin, je vous en passe, homophobe, je vous en passe et des meilleurs. L'Amérique ne supporte plus ce discours de haine horizontal. Ça fait depuis les Clinton qu'on leur sert. Ils le régurgitent. Tout simplement parce que le Parti démocrate n'a pas de projet pour l'Amérique. On n'en a pas. Et elle compense par la haine horizontale, c'est-à-dire que comme j'ai rien à vous dire, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est la faute de votre voisin qui est un plouc, redneck, raciste. Donc, ça, on arrive à la fin de ce discours-là. En plus, elle choisit la tactique lamentable. Et vous allez le voir tout de suite, tout est logique dans la campagne de Kamala Harris. Elle décide de faire la campagne à la fois la plus chère, parce que c'est elle qui avait le pognon. Oui, je n'ai plus les chiffres exacts en tête. Et elle décide de faire une campagne pour parler à la bourgeoisie, donc grosso modo pour parler aux insiders du système. Donc elle ne prend que les médias mainstream dans des trucs où ça se voit où les dés ont été pipés, c'est-à-dire qu'elle ne se met jamais en risque, elle ne répond qu'à des questions qui ont déjà été traitées. Et le problème, c'est qu'elle a fait une campagne éminemment chiante. Pardonnez-moi le terme. Là où Donald Trump a été sur les médias un peu alternatifs. Alors, Donald Trump, lui, tactiquement, dit « Moi, je vais prendre les outsiders. » Et quand vous avez fait, depuis les New Democrats clintoniens, une Amérique qui est une centrifugeuse à renvoyer l'Amérique profonde dans les cordes, vous avez fait qu'il y a plus de monde dans la périphérie qu'au centre. D'où votre carte des comtés. Eh bien, là, le camp démocrate ne fait que se prendre le revers de la porte du saloon dans le nez. Porte qu'ils ont défoncée eux-mêmes. Donc d'un côté, si vous voulez, c'est un boomerang qui leur est revenu en pleine figure. Donc Kamala Harris est comptable, mais c'est une toute petite comptable. Elle peut remercier Joe Biden et Hillary Clinton de lui avoir savonné la planche.
Ce que d'ailleurs ses conseillers commencent à avouer, si vous suivez la presse américaine, en disant tout est de la faute de Barack Obama. Vous l'avez entendu déjà, ça. On a aussi souvent dit, enfin ça a souvent été dit que voilà, Barack Obama en fait faisait campagne littéralement à la place de Kamala Harris. Totalement. Bah, tout simplement parce que Barack Obama a vu dans Joe Biden son 3e mandat, vu que tout le monde sait qu'il avait à Washington une importance disproportionnée pour son rôle d'ancien président, et qu'il entendait faire un 4e mandat à travers elle. Le problème, c'est que c'est de ça dont l'Amérique ne veut plus. Ils ne veulent plus de gens qui décident à leur place, qui font des guerres à Pétaouchnok, qui leur reviennent dans la gueule sous forme de boys dans des sacs à viande froide et de conditions de vie dégradées. Plus personne ne peut les sentir. Eh bien, eux, si vous voulez, on reconnaît la bêtise au fait qu'elle insiste. Eh bien, eux, moins vous pouvez les sentir, plus ils s'arrosent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça devait terminer comme ça. Les New Democrats, soit cette ligne qui va d'Hillary Clinton à Joe Biden, ont décrété il y a 30 ans que toute personne qui commençait à réfléchir et à remettre en cause les dogmes du Parti démocrate serait politiquement marginalisée ou liquidée. Eh bien, 30 ans de médiocrité, eh ben, ça vous donne Kamala Harris, qui n'est rien de plus qu'une Bruno Le Maire améliorée. Nous, on sait ce que c'est la médiocratie, nous les Français. Hein, on la vit depuis 1974. Donc, on peut donner des leçons. Eh bien, l'Amérique la vit depuis au minimum la fin de Bush-père. On va en parler justement de la France. Dans quelques instants, je vais juste vous poser une dernière question par rapport, on parlait de la stratégie électorale. Alors, je vais appeler la stratégie influenceur ou la stratégie star d'Hollywood. Est-ce que là encore, c'était pas un échec annoncé, cette stratégie? Si vous voulez, écoutez, là encore, campagne totalement has-been. Là où Donald Trump va sur une campagne de l'authenticité. Nous sommes chez Omerta. Vous savez très bien ce que c'est d'avoir un échange franc avec un intervenant. C'est l'avantage de la liberté de ce fauteuil. Je ne pourrais pas dire le tiers de ce que je vous dis à la télé. Or, Donald Trump, mais quand on est là, face à vous, on se met en risque. Parce que si je vous sers un discours de langue de bois, je vais me faire pourrir. Parce que là, les gens ont le droit de me répondre. Vous voyez, c'est pour ça que les gens qui sont très à l'aise dans les médias où tout est déjà joué sont très mal à l'aise dans Internet. Alors que Donald Trump se laisse jamais démonter. Donc, lui, il est fait pour ça. Et là... Il est allé là où on lui a posé les questions. Il est allé là où il s'est mis en risque, et ça, l'Amérique a du respect pour ça. L'Amérique profonde a du respect pour ça. Or, Kamala Harris va faire quoi face à ça? Elle va aller chercher les symboles culturels du Washington dominant que plus personne ne peut sentir. Donc, on va faire la revue des troupes. Elle va d'abord aller chercher Clooney. Rappelez-vous, c'est Clooney que Barack Obama envoie pour dire Joe Biden sucre les fraises. Bravo George, hein, comme quoi tu n'es pas uniquement un grand serveur de café, tu n'as aussi pas de problème oculaire. Hein, tu as remarqué que le vieux sucrait les fraises. Tu vois, peut-être que le vieux sucrait le café, ce qui explique que Clooney l'ait compris avant tout le monde. Mais on va vous chercher Clooney. Acteur sympathique, pour l'américain moyen, qu'est-ce que vous voulez que Clooney ait un poids symbolique? Ensuite, on s'est dit Clooney, ça ne marche pas. On va aller chercher Beyoncé. Beyoncé, même chose. Ce n'est pas parce que des millions d'Américains l'aiment que des millions d'Américains l'écoutent. Elle n'a pas de légitimité là-dessus. Et à la fin des fins, on va chercher qui? De Niro. Bon, De Niro est un immense acteur du grand Hollywood de la grande époque, l'un des derniers qui reste, vu que Brando est mort, il reste lui, Pacino, Dustin Hoffman et Harvey Keitel, et quelques autres. Mais ce sont des acteurs. Et justement, ils gâtent leur filmographie à donner du conseil politique sur lequel tout le monde se fout et qui n'ont aucun poids. C'est comme si je vous disais... Comment expliquer finalement aujourd'hui que, on va dire, le milieu, entre guillemets, de l'influence, ou en tout cas des stars, comme on a pu le voir notamment également en France pendant les élections législatives, a autant d'impact dans la sphère politique? Ou en tout cas, on donne autant de poids en fait, au milieu culturel dans la sphère politique. Je vais vous le dire, alors c'est une référence un peu datée, peut-être la retrouverez-vous pour l'incruster. Vous savez, il y avait une caricature de Plantu sur le Shah d'Iran prenant un squelette et disant « Peuple, je veux dialoguer avec toi ». Eh bien, nos élites nous méprisent tellement, sont tellement loin de ce qu'est la France, qu'il y a dit « Bon, qu'est-ce que j'ai qui me rappelle la France ?»
Alors déjà, la France n'existe pas. Alors, il y aura qui là-bas? Des mecs avec des origines maghrébines. C'est qui le préposé aux origines maghrébines? Pellatarte? On prend Yacine Pellatarte. Tiens, je le prends lui. Il y aura des mecs du Nord. C'est qui le mec qui joue les tuches? Ah bah tiens, je vais prendre le mec qui joue les tuches. Tu vois, il doit connaître un peu ces prolos-là, il les a joués au cinéma, je l'ai vu. Tu vois, c'est comme vous savez, il y avait cette phrase ignoble de Nicolas Sarkozy disant à Patrick Buisson, apprends-moi à parler France. Eh bien, pour la sphère politique, les people leur apprennent à parler France. Voilà, ou à parler Amérique. C'est ignoble. C'est une marque de déconnexion comme il y en a peu. Et quand on fait des paris comme ça, il y a des défaites qu'on mérite. Je vais revenir sur la sphère politique, sur l'élection de Donald Trump, mais surtout sur les réactions internationales. L'un des premiers qui a été à réagir, c'est Emmanuel Macron, qui, sur son compte X, a tweeté, enfin en tout cas a posté « Félicitations président Donald Trump, prêt à travailler ensemble, comme nous avons su le faire durant 4 années, avec vos convictions et avec les miennes, avec respect et ambition, pour plus de paix et de prospérité ». Qu'est-ce que symbolise la réaction à chaud et finalement quasi immédiate de la part d'Emmanuel Macron, alors qu'en plus à ce moment-là, Donald Trump avait presque gagné mais n'avait pas encore atteint la barre des 270 grands électeurs. Il terminera à 312. Hein. Comment ? Il terminera à 312, hein, donc c'est une victoire large. Hein. Il continue de grimper, effectivement. Mais est-ce que ça montre une crainte du président français? Est-ce qu'il veut s'affirmer? Alors, devant ce commentaire qui transpire la virilité, là on est au niveau cadet de la France libre et des ménageurs bretons. Hein. Vous vous rendez compte, quand on n'a que ça à dire, mieux vaut la fermer. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron a... Vous savez, le général de Gaulle avait une phrase qui dit « Rien ne rehausse l'autorité comme le silence ». Emmanuel Macron a un problème avec la notion de silence. Il ne voit pas le silence comme un instrument du pouvoir. Il est obligé... vous savez, il y a un vieux mot d'argot qu'on a... Peut-être vous vous en rappelez-vous, qui est être un ramenard. Eh bien, Emmanuel Macron est un ramenard. Il a besoin de la ramener perpétuellement. C'est-à-dire, là, vous voyez, quand on n'a que ça à dire, on avilit la parole de la France. Alors, soit il le fait sciemment, soit il le fait par connerie. Dans les deux cas, c'est contre-productif. Je rappelle que pendant les semaines qui ont précédé, alors que quand il y a une élection chez un de nos voisins ou alliés ou même ennemis, la tempérance diplomatique nous implique de la fermer. Nul n'a le droit de commenter les élections en France. Nous n'avons aucun droit. C'est la logique des États qui le commandent. Nul n'a le droit de commenter les élections d'autrui pendant que les campagnes se font. Une partie des Européens a quasiment fait campagne contre Kamala Harris. Je vous renvoie aux sondages qui ont été faits dans toute l'Europe, où le sondage le plus amélioratif pour Donald Trump donne 25% d'opinion favorable pour 50% d'opinion défavorable et X qui ne savent pas, c'est en Italie. En France, on a 76% de négatifs. Vous imaginez bien que ça, c'est du discours conditionné, pavlovien, tu vois, donne la patte. Or, quand on fait ça, et que le mec dont vous ne vouliez pas est élu, nos entreprises vont le payer, notre réseau diplomatique va le payer, une partie de notre diaspora va le payer, une partie de nos intérêts vont le payer parce qu'Emmanuel Macron n'a pas su la fermer et intimer l'ordre aux journalistes français qui ont une sorte d'incontinence droit de l'hommiste. C'est-à-dire ils n'arrêtent pas de faire sous eux alors que l'intérêt de la France leur commanderait de la fermer. Vous savez, parfois, je ne sais plus qui avait dit cette phrase. Être polyglotte est une chance. Parler plusieurs langues est une chance. Mais savoir la fermer est un don. Emmanuel Macron, qui, au lendemain de l'élection de Donald Trump, qui se rend au sommet aussi européen de Budapest, et qui dit « C'est un moment de l'histoire pour nous les Européens qui est décisif », commentant l'élection de Donald Trump. Ce moment, c'est celui où l'on décide d'agir, de défendre nos intérêts nationaux et européens en même temps, de croire dans notre souveraineté et autonomie stratégique. Il se contredit. Non mais, comment il se contredit. Deux, il vous refait l'opération clé de la liberté d'Angela Merkel. C'est-à-dire que l'Amérique a décidé de suivre son chemin en tant que nation pour ne pas que son impérialisme la détruise.
Donc nous allons récupérer le bébé de l'impérialisme droit de l'homiste et nous allons l'incarner dans la créature dysgénique qu'est l'Union européenne. C'est-à-dire ce que les Américains ne veulent plus être en tant que peuple fort. Nous, on va collectiviser les faiblesses avec les Hongrois, les Finlandais et les machins. C'est-à-dire, grosso modo, on va mettre le mariage de la carpe et du lapin. Pour collectiviser des faiblesses, ça finira par faire une force. Et on va profiter que l'Amérique n'est plus là pour essayer enfin de faire la grande Europe souveraine, machin. Si vous voulez, vous savez, c'est un yaourt qui a été laissé au frigo pendant 40 ans. Hein, même le verre a pourri. Il n'y a même plus le yaourt a tourné dedans. Même le verre s'est décomposé. Il ne peut pas changer de disque. En réalité, pour les États européens, le seul exemple à prendre de l'Amérique, c'est que l'intérêt national, ça existe et que c'est la seule chose qui doit être suivie. Et lui, il nous resserre l'européisme, l'euromondialisme, alors que c'est justement ce qui vient d'être défait aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il veut maintenir en Europe un mythe qui est déjà mort dans la maison mère de l'Occident. La passion pour les vieilleries chez Emmanuel Macron commence à devenir pathologique. Hein. Parce on l'a vu après les élections législatives, quand il a essayé de se refaire une notoriété sur la scène internationale, après avoir été finalement, critiqué de façon véhémente par la presse mondiale. Est-ce qu'il n'essaye pas là encore de se refaire une beauté sur la scène internationale après sa montée à la tribune de l'ONU pour prendre position sur la situation au Proche-Orient? Est-ce que finalement tous les moyens ne sont pas bons, quitte à sans cesse se contredire? Alors, ça, si vous voulez, c'était faisable. Vous ne pouvez tenir une ligne incohérente qu'à deux conditions. Que vous soyez tellement fort que tout le monde a la crainte de vous le faire remarquer parce que vous ne pouvez peut-être pas assumer la cohérence, mais vous pouvez toujours faire péter des genoux et faire sauter des dents. Ce que toute la caste autour d'Emmanuel Macron a fait en sorte que la France n'en soit plus capable parce que c'est eux qui ont détruit notre puissance. Hein. Et la deuxième chose, c'est d'être dans le monde ancien. Dans le monde ancien, vous pouviez faire du chiracisme diplomatique, c'est-à-dire avoir une ligne, puis en avoir une autre et le présenter aux opinions publiques. Jamais aux États, parce que les États n'oublient jamais. Hein, c'est la fameuse phrase, la police c'est comme les éléphants, ça n'oublie pas. Donald Trump a-t-il oublié, par exemple? On sait que ça a été très tendu entre les deux hommes. Bien sûr que non, parce que les États n'oublient pas. C'est normal. Les adultes n'oublient pas. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est son syndrome Peter Pan. Or, le souci, c'est que... Pardon, je vous coupe parce que je rebondis sur ce que vous dites, mais qu'est-ce qui peut se passer dans cette relation entre les deux hommes? Mais c'est très simple. C'est très simple. Prise de fonction c'est très simple. Donald Trump va le traiter par le mépris, tout simplement parce que tout le monde sait que la parole d'Emmanuel Macron ne vaut rien, qu'il détruit la puissance de son pays, que c'est quelqu'un qui prend des ordres et qui n'en donne pas, parce qu'il n'a plus d'appareil étatique pour en recevoir. Donald Trump parlera à la France le jour où la France existera. Point. Sur la scène internationale. Oui, et ce n'est plus le cas. Donc point. Emmanuel Macron a mis la France dans un état de paillassonesque, et face à un paillasson, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de s'essuyer les bottes dessus. Justement, vous ne pensez pas que du coup, on parle beaucoup du conflit russo-ukrainien. Vladimir Poutine s'est dit prêt à reparler avec les États-Unis. Le Kremlin a dit qu'ils allaient observer Donald Trump et qu'ils jugeraient sur les actes en ce qui concerne le conflit russo-ukrainien. Si demain, par exemple, Donald Trump prend les devants sur ce conflit russo-ukrainien, qu'il y a une avancée diplomatique, qu'il y a une avancée, la France va-t-elle suivre les États-Unis? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse d'autre? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse d'autre? Après 2 ans comme ça, justement. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse d'autre que toujours avec le même président. Alors que les Américains ont changé de. Vous voulez qu'on envoie Monsieur Lecornu en première ligne en parachutage? Moi aussi, je suis pour. Ça permettrait de dégayer beaucoup les premières lignes russes. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? Ils ont avili notre armée, bousillé notre diplomatie. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Et de toute façon, ce n'est pas quand l'Amérique devient raisonnable qu'il faut la contrer. À la place de Donald Trump, je le dis sincèrement, je ne convierai les Européens au règlement de la question ukrainienne que pour leur faire payer le pré-bail.
car je vous rappelle que les Européens se sont engagés à payer toutes les commandes d'armes américaines qui n'ont jamais été des dons, qui sont un pré-bail. C'est-à-dire que les Européens vont payer les armes que l'Amérique a données à l'Ukraine. C'est le seul rôle des Européens dans cette affaire. Que les Allemands pensent qu'ils vont hériter d'une partie de la reconstruction de l'Ukraine, grand bien leur fasse. Ils auront peut-être les miettes, c'est tout ce qu'ils auront. Mais les Européens vont banquer, sauf s'ils décident de s'accrocher avec l'énergie du désespoir. Mais là, même Zelensky ne va pas les suivre. Je sais qu'une partie des eurocrates derrière Ursula von der Leyen voudrait continuer à faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. Mais à ce moment-là, le problème, c'est que l'Union européenne étant un tigre de papier, Zelensky n'aura plus le matériel. C'est même pas sa volonté de faire la guerre que je mets en doute. C'est que tout simplement que l'armée ukrainienne est en train de sécher sur pied. Et d'ailleurs, Zelensky l'a très bien dit. Il a fait, rappelez-vous, cette longue page à Donald Trump. Tout simplement parce qu'il sait que maintenant, il va falloir négocier. Et donc lui, il va faire valoir la seule chose qui intéresse M. Zelensky depuis le début, c'est-à-dire son sort personnel. Et avec combien il sera autorisé à quitter la table. Il y a toujours un petit billet à se faire. Est-ce que justement, il y a cette... vous parliez justement d'Ursula von der Leyen il y a quelques instants. Elle aussi a réagi assez rapidement finalement à l'élection de Donald Trump. Excellent appel téléphonique avec Donald Trump aujourd'hui pour le féliciter pour sa victoire électorale. Nous avons hâte de renforcer les liens entre l'UE et les États-Unis et de travailler conjointement pour relever les défis géopolitiques. On l'a vu en amont de cette élection, on a vu l'Europe prendre position en faveur de Kamala Harris. Bien sûr. Quitte à presque menacer frontalement les États-Unis en cas d'élection de Donald Trump. Ouais, Mais finalement, aujourd'hui, pourquoi là encore, pourquoi si vous voulez, ce revirement si vous voulez, vous voyez, quand un petit chien hurle derrière une barrière et qu'il se sent tellement en sécurité derrière la barrière qu'il se fait... qu'il se gonfle, vous voyez, comme savent le faire les roquets, en disant au gros chien, tu vas voir ta pâtée à la récré. La meilleure chose que vous ayez à faire, c'est d'ouvrir la barrière. Et là, d'un seul coup, le petit chien redevient un chiot. Parce qu'il a compris que les lois de la morale sont contre lui, mais que les lois de la physique sont contre lui. Eh bien, les eurocrates, c'est pareil. Évidemment, ils ont besoin du camp démocrate, parce que le camp démocrate, qui est un peu le père de l'Union européenne techniquement, est le fédérateur extérieur qui permet à des gens comme Ursula von der Leyen d'être là où ils sont. Mais maintenant qu'ils savent que c'est perdu, ils vont essayer de charmer le chien de combat en faisant ce que font les animaux, c'est de l'éthologie, c'est-à-dire en se mettant sur le dos, les pattes en l'air, en disant « épargne-moi », parce qu'ils savent qu'ils sont en face du seul président américain depuis Nixon qui est totalement indifférent à ce que l'Union européenne survive, bien au contraire. Vous voyez ? Et comme ils connaissent très bien la disproportion des forces entre l'UE et les États-Unis, et que ce sont intrinsèquement des suiveurs, si vous voulez, il n'y a aucune énergie en Europe. Ils le savent très bien. Donc ils savent qu'ils ont besoin toujours d'être portés par un tiers. Alors ils demandent à Donald Trump de les traîner comme on traîne un boulet. Le problème, c'est que Donald Trump n'est pas George Bush. Donald Trump est un occidentaliste, pas un mondialiste. Il pense que l'Union européenne, c'est pour ça qu'il s'est félicité du Brexit, détruit les nations européennes qui sont les alliés potentiels de l'Amérique dans un monde où l'Amérique a de vrais challengers. Et le vrai challenger, c'est pas Bruxelles, c'est Pékin. Il a raison sur ce point. Et Donald Trump est pénétré de ça. Tous ceux qui l'ont interrogé le savent. Or, pour Donald Trump, il faut être en face plutôt de l'Italie, de la France, de l'Angleterre que de l'Union européenne, parce que l'Union européenne va dévitaliser les alliés de l'Amérique, et à la fin, ces alliés potentiels vont tous tomber en poussière. Donald Trump a cette peur-là. Il a besoin des populistes européens pour avoir une Europe, des pays européens un peu d'équerre, pour avoir un Occident un peu d'équerre. Sinon, l'Amérique est seule face à la Chine. Comprenez la pensée de Donald Trump. Il ne nous veut pas de bien, mais il ne veut pas que l'Union européenne nous fasse du mal. Parce que sinon, lui, il se retrouve seul face à ses ennemis. Vous comprenez ?
Donc garder sous sa coupe l'Union européenne, c'est comme ça qu'on... C'est pas gardé sous sa coupe. Je pense qu'il sait que l'Amérique doit avoir une grande politique pacifique, parce que l'Union européenne, bon, il n'y a plus rien à gratter en Europe. Enfin, la démographie a fait son œuvre. Mais il a besoin de pays occidentaux qui ne soient pas totalement dégénérés, sinon le monde émergent triomphera de l'Amérique, il le sait très bien. Enfin, triomphera. Dans la course entre Pékin et Washington, Pékin arrivera devant. Voilà, et ça, Donald Trump veut l'éviter. Et justement, cette émergence des nouveaux BRICS, ce qu'on appelle les BRICS+, il y a eu le sommet il n'y a pas très longtemps, on le rappelle, à Kazan, serait en mesure face à... comment ça peut se, Alors, comment ça peut se passer? Il n'y aura pas de frontal. Déjà, sortons-nous, là, vous avez un ouvrage qui s'appelle La fin du monde occidental de Jacques Sapir qui vient de sortir, que je vous recommande. Il n'y aura pas de frontal. Enfin, si vous voulez, c'est pas... Il faut sortir de la pensée de la guerre froide, c'est-à-dire ces deux équipes l'une face à l'autre, parce que c'est ce genre de prophétie autoréalisatrice qui fait qu'à la fin, on se saute à la figure alors qu'il n'y a pas matière. Les BRICS, ce sont des États souverains qui ont des intérêts très divergents. Je vous rappelle par exemple que le Venezuela n'a pas pu entrer parce que le Brésil ne le veut pas. Je vous rappelle qu'entre l'Inde et la Chine, ils ne sont d'accord sur pas grand-chose, mais ils sont d'accord sur 3 points essentiels qui font l'appartenance au club BRICS. Je les rappelle, démoralisation de la vie internationale, c'est-à-dire que votre morale n'est pas supérieure à la nôtre, et vous n'avez pas à nous l'imposer. Respect du droit international classique, donc le droit d'ingérence, vous oubliez. Et la puissance est un droit. Vous n'avez pas, pour des raisons climatiques, pour des raisons machin, à nous empêcher de nous développer. Vous prenez ces 3-là, ce sont les 3 points d'accord des BRICS. Et à partir de là, ils font des projets en commun, nouvelle route de la soie, dédollarisation partielle, ce que vous voulez. Maintenant, l'Occident a 2 choix. Soit il se raidit en devenant une sorte d'URSS 2.0, ce que Limonov aurait appelé un grand hospice, et là nous perdrons. Soit nous prenons le train du monde nouveau dans une sorte de grand Westphalie, c'est-à-dire d'entente d'États souverains par quelque chose de très sympathique qui a été inventé par la France classique qu'on appelle la diplomatie. On devrait essayer. Ça a bien marché à l'époque. Or, soit on prend, ou alors on peut se raidir derrière le mur des droits de l'homme repeint en couleur arc-en-ciel, et là on perdra. Je vous le dis tout de suite, on perdra. Mais il n'y aura pas de frontal. Si vous voulez. Ils ne veulent pas se battre avec nous. Ils ne veulent pas ni être dominés par nous, et encore moins être attirés dans notre déchéance. Mais ils ne veulent pas ni notre mort ni notre destruction. On s'en charge très bien tout seul. Pour rebondir sur les relations, les futures relations, on va dire, entre les États-Unis et l'Union européenne, quand il y a eu un petit peu ce conflit, on va dire, ouvert entre Donald Trump et l'Union européenne qui a pris position en faveur de Kamala Harris, Donald Trump a clairement menacé d'instaurer de nouveaux droits de douane si l'Union européenne n'achetait pas davantage aux États-Unis. Derrière, bon, on a vu les... Est-ce que justement, cette réaction de Donald Trump a aussi entraîné ces réactions aussi en chaîne, notamment de la part d'Ursula von der Leyen et de la part des dirigeants de l'Union européenne en règle générale? Il faut que vous compreniez que pour un eurocrate, le libre-échange est une absolution religieuse. C'est-à-dire que jamais ils ne toucheront à ça. Sauf si ça permet, parce que pour eux, sauf à 2 conditions. Que ça permette leur politique droit de l'hommiste pro-minorité délirante, c'est-à-dire t'as pas de gay pride, je te mets des droits de douane, ou si ça sauve des bagnoles allemandes. Mais par exemple, c'est quand il s'agit de tuer du prolo français, il n'y a pas de problème, on ne fera pas de droits de douane. Ils savent très bien que jamais, ils ne feront de sanctions douanières contre les États-Unis. Que l'inverse n'est pas vrai. Donc, si vous voulez, Donald Trump ne fait que faire avouer à un chihuahua qu'il n'est qu'un chihuahua. Donc maintenant, quand Donald Trump parle et qu'Ursula von der Leyen se tait,
ce n'est rien de plus que le rapport de force qui est respecté. C'est tout. Point barre. La seule chose, c'est que quand il s'agit de l'Amérique, les eurocrates savent très bien trouver leur place. À ras du sol. Merci beaucoup Pierre-Yves Rougeron. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, quelque chose à Non, rajouter non, pour conclure cet je entretien. dis que il faut voir comment va se passer la transition, la passation de pouvoir, mais je pense qu'en réalité, l'Amérique ne s'isole pas du monde, elle rejoint le pouls du monde, parce que, si vous voulez, on peut parler du populisme américain, mais le problème, c'est que tous les pays émergents sont dominés par des figures qu'on pourrait dire populistes. Donc d'un certain côté, tous les pays émergents puissants, donc la Russie, l'Inde, la Chine. Donc en réalité, l'Amérique rejoint le monde. C'est l'Europe qui s'isole. Elle s'était davantage isolée en faisant une politique... si vous voulez, quand vous faites des politiques antinaturelles, quand vous faites des politiques antinaturelles, quand vous avez des sortes de religions millénaristes, type wokisme, type machin, etc., quand vous faites du mal à votre propre peuple pour en le dénaturant, en le bousillant, le monde entier vous a regardé avec de grands yeux, quoi. Si vous voulez, rappelez-vous, c'est le monde entier ébahi devant Joe Biden. C'est-à-dire qu'on était dans les commentaires de la nativité. C'est pas, ça y est, le petit marche à quatre pattes, c'est non, l'asperge s'est encore cassé la gueule. Enfin, quand on a la première puissance du monde, c'est triste. Enfin, si vous voyez, vous aviez des pays qui tenaient des carnets de running gag des chutes de Joe Biden. Oui, on commentait davantage ces difficultés du fait de son âge, plutôt que sa politique. C'en était dramatique. Or, de voir les images que le monde entier a vues, mon cher, à cause de TikTok, à cause de ce que vous voulez, de ces zombies qui traînent dans les rues en Amérique, de ces zombies flingués au crocodile, au fentanyl et aux méthamphétamines. Et ça, de voir ce que Ariana Huffington disait déjà à la fin de l'ère Obama, de voir l'Amérique qui tombe, eh bien oui, l'Amérique s'était isolée à ce moment-là. Là, le monde entier se dit, il y a quand même quelque chose, on verra ce qu'il fera. Et là, vous savez, quand vous remettez de l'incertitude, vous remettez de la liberté. Donald Trump porte l'incertitude avec lui, et c'est pour ça que tout le monde est un peu rivé à ce qu'il va faire. Le problème de l'Europe, c'est qu'on sait très bien ce qu'elle va faire. Elle va avilir ses populations comme elle l'a toujours fait. Donc résultat, quand vous avez déjà vu la fin du film, pourquoi vous restez jusqu'au bout? Merci beaucoup Pierre-Yves Rougeron. Merci, ce sera le mot de la fin. On le rappelle, vous êtes politologue, président du cercle Aristote et puis contributeur également de ce magazine, page 46, je le redis, Trump, l'Empire contre-attaque. Ce magazine, ce numéro que vous pouvez retrouver dès à présent dans plus de 5000 kiosques partout en France et sur notre site internet omertamedia.fr. J'espère que cet entretien vous a plu. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite.